Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un petit bout de temps que je vous en ai pas fait. J'ai mis du temps à la faire parce qu'évidemment on a encore enchaîné les galères et on les enchaîne toujours. Mais on reste positif. Donc j'ai effectué ma deuxième tech en juillet. Malheureusement nous avons eu des complications et ça s'est soldé encore par un échec. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour nous et ce qui va se passer aussi par la suite. Mais je prends la parole aujourd'hui parce que je vous le dois, parce que vous me suivez, parce que vous êtes de plus en plus à me poser des questions. Et du coup, il était temps pour moi que je prenne un petit peu la parole et que je vous explique ce qui s'est passé pour moi. Donc du coup, j'ai eu mon début de cycle. Pour moi, vers le 14-15 juillet, j'ai commencé à avoir des pertes. Donc j'appelle mon centre de PMA. On s'aperçoit qu'il y a de la place, tout va bien. Elle m'explique qu'il faut que je commence mes injections le 18 au soir. Et voilà, tout va bien. Sauf que malheureusement, mes menstruations ont duré à même pas 24 heures. Donc ça a été un peu compliqué. Je me demandais ce qui s'est passé, sachant que c'était vraiment un début de menstruation en fait. À partir de là, je les ai rappelées, sages-femmes. Elles m'ont demandé de faire une prise de sang en urgence, ce que j'ai été faire. Donc elles m'ont envoyé mes ordonnances via Doctolib. Et j'ai été faire une prise de sang de LH, progestérone et bien sûr de bêta-HCG parce que ils se sont posés des questions. On a eu les résultats très rapidement et du coup tout était dans les normes comme si c'était mes règles. Donc ça en est resté là. 3 jours après, effectivement, j'ai commencé mes injections. Donc il faut savoir que ça y est, mes injections, je les fais désormais seule. Donc c'est une grande victoire pour moi. Donc du coup, voilà, comme je disais, c'est une grande victoire pour moi. Donc voilà, et 2-3 jours après, des pertes de sang, mais vraiment là, très très abondantes. Donc je rappelle les sages-femmes, je leur explique. Et là, elles me disent, écoutez, ça change rien, continuez, de toute façon, votre prise de sang était bon dans votre cycle, donc on continue, ça peut être un dérèglement hormonal. Donc c'est ce qui se passe, je me pique tous les soirs avec du Gonal. Donc je me pique avec du Gonal 37,5 et c'est tout ce que je prends. Tout simplement, je prends juste du Gonal parce qu'on part sur une tech avec stimulation simple. On est parti sur une stimulation simple puisque on voulait que ma progestérone soit naturelle. C'est-à-dire que les médecins du centre de PMA voulaient me stimuler mes ovaires. Quand mes follicules seraient, surtout un, seraient assez gros, me déclencher avec Ovitrel. Là, ma progestérone, elle serait montée en flèche toute seule. Et ensuite, on aurait injecté les ovules de progestant. Donc, tout aurait été nickel. Et après, il y aurait eu le transfert quelques jours après. Donc, je fais mes premières échographies de surveillance pour voir si les follicules grossissent bien. Et effectivement, ils ont un petit peu de mal. Donc, et là, on s'aperçoit que mes règles du premier ne sont pas les règles. En fait, c'est devait être juste des saignements. Et qu'en fait, on a commencé les injections 3 jours trop tôt. Mais ça change rien, ils grossissent quand même s'ils restent petits à J9, ils étaient petits, hein, ils faisaient que 6 mm je crois. Donc on décide de continuer la stimulation, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai continué la stimulation tout en ayant des rendez-vous au centre de PMA tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours j'allais faire prise de sang et échographie. À chaque prise de sang, ma progestérone était bonne, mon endomètre était bon aussi, donc franchement tout va bien. Ça doit être le 26 juin, si je me trompe pas. J'ai un contrôle et là, un beau follicule de 16,5 si je me trompe pas. Là, le centre de PMA nous rappelle l'après-midi et décide de nous déclencher avec Ovitrel. Donc, je me suis déclenchée Ovitrel à 18 h. Donc, tout va bien. Je me fais mon injection seule même. Et en fait, j'ai eu un contrôle. Et bien ça, le déclenchement, c'était le 28 juin. Donc voilà, j'ai eu un contrôle 3 jours après.
pour voir si j'avais bien ovulé, savoir comment ma progestérone elle était, voir si tout était ok pour un transfert la semaine d'après. Donc on avait posé tous les deux notre journée, donc ça devait se passer le mardi, on avait posé tous les deux notre journée. Donc le vendredi matin, pardon, le 1er juillet, je m'en vais toute contente faire mon échographie, ma prise de sang, tout se passe bien. Je discute un peu avec les sages-femmes, elles m'expliquent que mes précédentes prises de sang sont bonnes, sont même très bonnes. Donc voilà, je reste confiante en fait. Et voilà l'heure de l'échographie. Donc elle me dit effectivement qu'il y a un corps jaune, que j'ai bien ovulé. Effectivement, je l'avais bien senti de toute façon l'ovulation. Et là, je vois qu'elle ne parle plus et que je sens la sonde appuyée, mais pas sur les ovaires. Et je me dis, ok, elle ne part plus, ça dure 1 minute, 2 minutes. Et à ce moment-là, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, elle m'annonce d'un air dépité qu'elle n'arrive pas à prendre en photo correctement mon endomètre et qu'elle a beau faire plusieurs clichés successivement, mon endomètre est entre 5,2 et 5,5. Et ce qui est une catastrophe puisque 3 jours avant, il était à 6,5. Donc elle fait plusieurs clichés, elle continue, elle me dit écoutez, je peux persister, j'ai dit oui, allez-y. Elle persiste, elle persiste. Je vois sur l'échographe, sur l'écran, pardon, que je vois mon endomètre et je le vois pas de la même taille qu'il y a 3 jours. Donc tout de suite, je lui dis écoutez, continuez, mais ça changera rien de toute façon. Je le vois à l'écran qu'il y a un problème. Et effectivement, elle a beau faire des clichés, mon endomètre reste à maximum 5,5. Donc je me rhabille sans un mot. Là, je me retourne, je lui dis, je pense que c'est fini pour moi. Elle me dit, écoutez, on va voir en fonction de la prise de sang. Je lui dis, non, mais je préfère pas me faire de faux espoirs. Donc voilà, je suis ressortie du rendez-vous totalement effondrée de ce rendez-vous puisque j'étais partie confiante. Tout était bien parti. Et malheureusement, bah, encore un problème. Donc sur la route, j'ai appelé mon chéri. J'appelle mon chéri, je lui explique ce qui vient de se passer. Donc lui aussi comprend qu'il y a un problème. Tout de suite, il comprend. De colère, donc j'étais en voiture, de colère, je lui dis écoute, j'en peux plus, on arrête tout. Je rentre, je brûle notre dossier PMA et j'arrête. J'arrête ce combat, j'arrête tout, je n'en peux plus. Je n'en peux plus ces échecs, je n'en peux plus. Et là, il me dit mais tu peux pas abandonner, tu peux pas abandonner avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu vis, et tu peux pas abandonner parce que moi j'ai pas envie d'abandonner. Et donc je suis rentrée. Donc tout le long de la route, on a à peu près 25 minutes à 30 minutes de route. Tout le long de la route, il essaie de me raisonner, il essaie de me consoler. Mais à aucun moment il me dit t'inquiète pas, ça va changer, ils vont nous appeler, ils vont nous dire que c'est non. C'est bon. À aucun moment il me dit ça, puisque lui-même, de toute façon, quand je lui annonce que mon endomètre a chuté, comprend ce que ça veut dire. Donc à aucun moment il me dit ça. Et heureusement, parce que je pense que sinon ma colère aurait été 2 fois plus grande. Et tout le long de la route, il essaie de trouver les mots et il essaie de me réconforter. Et il fait ce qu'il peut à distance. Donc je savais qu'il m'attendait à la maison. J'arrive chez nous. Je m'effondre dans ses bras, bien entendu. Hein. Et il me dit, écoute, on va attendre le coup de téléphone, on va attendre la suite et on va se relever. À partir de là, il fallait que je me change les idées. Et il me dit, écoute, si tu veux, et quelques gravats à enlever dans le grenier, j'aurais peut-être besoin un petit peu de toi, mais bon, t'as pas l'air en forme, si tu veux, repose-toi, je le fais tout seul. Et là, je lui dis, non, non, je vais t'aider. J'avais tellement cette colère en moi, et je m'en voulais tellement que j'étais en colère après moi, que j'en ai sué, parce que c'était très lourd ce qu'on a fait, mais j'ai tout déblayé, on a tout enlevé. Bah, ces gravats, et je crois que ça m'a fait du bien. J'ai grogné, j'ai pleuré, mais de colère et de haine en fait, parce que c'était super lourd, et de deux parce que je m'en voulais tellement à moi-même qu'en fait j'avais besoin d'extérioriser,
Et lui, il était dans le grenier et moi, j'étais en bas, il me passait les seaux. Et il m'entendait dehors grogner et il me laissait faire, il m'a laissé faire et ça m'a fait un bien fou. Nous avons mangé assez tardivement et là, le centre de PMA m'appelle. Alors, je sais plus l'heure exacte, en tout cas. Nous appelle et effectivement m'explique que on arrête tout. On arrête tout sur le champ, que j'arrête tout et que malheureusement notre transfert est annulé et que mon endomètre effectivement a bien chuté. Ils ont regardé toutes les photos des échographies que ma sage-femme a fait et que malheureusement on ne peut plus rien faire. Mon endomètre ne remontera pas un coup que l'ovulation est passée, mon endomètre ne remontera pas. Donc je m'en doutais, de toute façon, c'est voilà, on le savait déjà depuis le matin, parce qu'il faut savoir que quand on est en PMA, on apprend à connaître son corps, on apprend à plein de choses et on le sait quand il y a quelque chose qui va pas et là je le savais donc voilà. Elle m'explique qu'il faut que je rappelle mon gynécologue, qu'il faut qu'on reprenne. Donc j'ai passé effectivement cet appel au centre de PMA et nous avons eu rendez-vous le 22 juillet, donc le lendemain de mon anniversaire. Avec notre gynécologue. Le rendez-vous a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. On a refait le point sur tout ce qui s'était passé, aussi bien la fausse couche que la première tech avec la progestérone, que là la deuxième tech, du coup la progestérone était bonne, mais que du coup c'est l'endomètre qui posait problème. Donc il nous a proposé deux traitements. Donc un que j'avais à la deuxième tech mais beaucoup plus poussé et un autre où c'est le fameux Progiron, donc qui n'est pas remboursé qui n'est pas du tout remboursé. Mais ça, c'est absolument pas un souci pour nous. Il nous a proposé ces deux traitements-là. On a beaucoup discuté sur les deux traitements et il nous a demandé ce que nous on voulait. Et nous, tout simplement, on s'est retourné vers lui et on lui dit, mais vous, qu'est-ce que vous nous conseillez? Vous, c'est votre métier, vous faites ça tous les jours. Vous connaissez vos traitements et vos médicaments, qu'est-ce que vous nous conseillez? Donc là, il me conseille de repartir sur une stimulation comme on a eu sur la deuxième tech, mais beaucoup plus lourde cette fois-ci, avec beaucoup plus de médicaments, et, et de voir ce que ça donne. Si vraiment, par malchance, cette troisième tech devrait échouer, la quatrième tech serait obligatoirement avec le produit Progiron. Voilà, là on va dire que c'est la dernière chance qu'on se laisse avec, on va dire, les injections remboursées. J'aime pas dire ce que je viens de dire puisque je ne comprends pas pourquoi tout est remboursé en PMA sauf ce produit-là, mais ceci est encore autre chose. Donc du coup, nous avons établi tous les trois mon traitement pour ma troisième tech. Donc je pars sur encore une stimulation avec du gonal, sauf que là on a augmenté, je vais passer à 62,5. Oui c'est ça, 62,5. En parallèle, j'ai commencé le Toco 500. Donc depuis le 22 juillet, j'ai commencé le Toco 500 pour mon endomètre. Je vais avoir, à partir du premier jour de mon cycle, je vais avoir du cardégique. Donc je vais avoir gonal, cardégique, Toco. Je prends du coup mon acide folique, mais du coup moi je suis passée chez Gametix. Je vais avoir de l'orgalutran s'il y a besoin. Ça c'est pas sûr en fait. L'orgalutran sert à bloquer l'ovulation quand ça va trop vite. Et j'ai deux stylos d'Ovitrel. J'en avais utilisé qu'un la première fois, mais ils veulent qu'on en ait deux parce que des fois le premier ne sert pas. Il faut mettre une dose beaucoup plus au-dessus. Donc voilà, donc là au niveau médicaments, ce que je vais avoir en stimulation. Par la suite, donc ça, les injections de gonal, je vais les commencer à J3 de mon cycle. Donc pour le moment, je ne suis pas encore en traitement. J'y serai au courant août. Mais je ne sais pas quoi penser en fait. Je ne sais pas si je dois me réjouir ou si je dois m'attendre à un échec.
parce que c'est compliqué. Ils restent positifs les médecins, mais ils commencent à me dire que mon corps leur joue des tours et que malheureusement, plus on avance, plus on découvre des pathologies de mon côté et plus ça va pas. Donc moi je pars sur le principe, c'est pour ça que je vous dis que je reste positif comme ça. On a eu 3 FIV pour obtenir 3 embryons. La première tech a échoué à cause de la progestérone. La deuxième tech a échoué parce qu'il y avait un problème d'endomètre. Donc je me dis que si on suit comme pour les 3 premières FIV, on pourrait potentiellement obtenir du résultat. Mais voilà, c'est avec des si. Et avec des si, on refait le monde. Et malheureusement, seule Dame Nature pourra nous le dire. Mais on reste quand même positif. On est obligé de rester positif puisque sinon on ne tiendrait pas le coup. Par-dessus ça, on soupçonne très fortement que mon endométriose se soit aggravée. Il y a plusieurs éléments qui nous font penser ceci. Je me suis permis d'en discuter ouvertement avec mon centre de PMA de choses extrêmement... là, on rentre dans l'intimité pure et simple. Il y en a qui disent oui, c'est gênant de parler de ça avec son médecin, mais ils sont là aussi pour nous le conseiller. Et effectivement, vu ce que moi je lui ai expliqué, et vu ce que mon compagnon lui a expliqué, on pense très fortement que mon endométriose se soit aggravée. Donc là, on a pris la décision de ne pas faire d'examen supplémentaire, puisque j'ai déjà vécu 3 FIV avec 3 ponctions. Donc ils veulent qu'on laisse encore un petit peu le temps à mon corps de cicatriser. Et si vraiment mes douleurs continuent à persister, et si les autres éléments continuent à persister comme ça persiste, il va nous orienter vers des spécialistes d'endométriose qui sont aussi au centre de PMA, qui sont en relation avec eux. Et j'irai pour IRM, je crois que c'est IRM scanner qui m'a parlé, si je ne me trompe pas, échographie et tout ce qui va, tout ce qui va avec, puisque quand j'ai fait mon bilan en 2020, mon endométriose était au stade 1. Donc voilà, il m'explique qu'avec les FIV, il peut avoir augmenté fortement. Parce que comme il le dit, hein, les ponctions, il pique les chairs, il pique tout, donc ça peut avoir aggravé. Donc du coup, je suis ressortie un peu du rendez-vous, un peu abasourdie. En plus, par-dessus ça, naïvement comme je suis, je dis au médecin, par contre, docteur, il y a un souci, vos traitements, ils font reprendre du poids. Il me dit, comment ça? J'ai repris 10 kilos en un an. Donc il m'a dit, ah oui, faites attention et tout. Bon, là, je suis repartie à essayer de faire attention, mais c'est pas facile. On est en été, on a des échecs en PMA. Je me vois pas faire échec en PMA, me restreindre au niveau de l'alimentation. Au bout d'un moment, mon mental va pas tenir. Donc oui, je fais attention, mais il y a des écarts. Je l'avoue, je l'assume. Mais je fais quand même attention. J'en ai perdu un tout petit peu. Moins de 2 kilos. Hein. Mais voilà, ça bloque pas en quoi que ce soit. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire à mon niveau. Donc là, je vous ai donné toutes les nouvelles que je pouvais vous donner. Je vous ai rien caché. Maintenant, il faut que j'attende que mon nouveau cycle arrive, que je rappelle, qu'on reparte. Et puis j'essaierai de vous faire une vidéo pendant le cycle pour vous donner un petit peu de nouvelles. Mais c'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là. J'essaie de garder le moral, j'essaie de rester positif. Mais c'est pas facile tous les jours. Après, je suis extrêmement soutenue par mon chéri. Il m'aide au quotidien et ça, c'est vraiment formidable. Nos familles nous soutiennent aussi, ils sont vraiment formidables avec ça. En fait, ils nous soutiennent et ils nous aident comme ils peuvent parce que c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas vécu, la PMA, on ne peut pas comprendre ce qu'on subit et des fois on leur explique des choses et ils comprennent pas pourquoi on lâche pas prise, mais on leur a dit mais comment voulez-vous qu'on lâche prise en fait en ayant des rendez-vous tous les 2-3 jours, en ayant des injections tous les soirs à la même heure, c'est impossible. C'est impossible de faire le fameux lâcher prise, ou si quelqu'un en PMA y arrive, je veux bien qu'elle me donne son secret, puisque nous, on s'est mis dans les travaux, on s'est mis
bah voilà, dans la moisson, nous, ça y est, on sort de moisson. Moi, je suis en pleine saison au boulot. Donc, voilà, j'ai quand même l'esprit occupé. Mais au fond, il y a toujours cette pensée PMA et ces bébés. Échec. Voilà, en septembre, ça fera 3 ans. Donc, ça, on se l'oublie pas non plus, hein. On commence à trouver le temps extrêmement long. Après, je vois des couples, c'est pire que ça, hein. Ça fait 10 ans qu'ils y sont. Et franchement, je leur offrirai une médaille parce que je sais pas comment ils font. Mais je pense que tant qu'on n'est pas en PMA, on peut pas comprendre en fait. Du coup, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai tout expliqué. Voilà, j'ai repris la pêche en vous expliquant tout. Et je vous remercie du soutien que vous m'apportez au quotidien dans tous vos messages, tous vos petits mots, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, parce que je suis très présente sur Instagram aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à venir sur mon compte Instagram. Je vous aiderai ou répondrai ou tout simplement, voilà, il n'y a aucun souci à vos messages. Et en tout cas, je vous embrasse fort. À tout bientôt.